Bonjour à tous, un grand plaisir pour moi de vous présenter ce numéro 2 de cette année-là. C'est en alternance avec le plus d'éléments, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas compris. Il y a deux émissions différentes, c'est le même décor, les mêmes chroniqueurs. Mais là, c'est l'émission qui est en alternance avec le plus d'éléments. Vous devriez voir apparaître bientôt, parce que ça, c'est la magie de la télévision, la dernière couverture du numéro d'éléments qui est actuellement en kiosque. Au sommaire de cette émission, nous allons parler du livre de Bernard-Henri Lévy, L'idéologie française, qui date de 1981, un livre qui va devenir culte, qui va asseoir la réputation du fameux BHL. Et oui, à l'époque, BHL n'est pas le mannequin vedette de l'industrie de la pâtisserie franco-belge, mais est bien un écrivain et un intellectuel. Deuxième sujet, en 1982, c'est la sortie du film qui va marquer le début d'une décennie cinématographique sur le Vietnam. C'est le film Rambo avec le célèbre Sylvester Stallone. Et nous terminerons par l'année 93 avec un complot qui va menacer la République, la France, le monde et même l'univers, le complot rouge-brun, à travers un journal devenu culte, l'Idiot International. Juste le temps de reprendre mon souffle et je vous présente l'équipe et les personnes qui vont animer cette émission. Plaisir de retrouver Ludovic Maubreuil, rédacteur à la revue Éléments et grand spécialiste du cinéma. Bonsoir Ludovic. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez contribué à interroger Michel Marmin pour son livre Mémoire, la République n'a pas besoin de savants. On va voir la petite image. Aux éditions Guillaume Deroux. Olivier François, que tout le monde connaît maintenant, vous êtes rédacteur à la revue Éléments, mais bien connu par les spectateurs de TV Liberté, car vous présentez l'émission en alternance. L'émission sœur, en quelque sorte. L'émission sœur, le plus d'éléments. De nouvelles têtes, avec Thomas Hennetier, qui est rédacteur à la revue Éléments. Bonsoir Thomas. Bonsoir Patrick. Et venu directement de Suisse, David Lépée, rédacteur à la revue Éléments. Oui, nous sommes une émission internationale et on aura peut-être bientôt des Allemands, des Américains, des Belges. Pourquoi pas. En tout cas, David, votre actualité, vous venez de sortir aux éditions Les Livres Noirs, Socialisme asiatique, l'Orient est-il toujours rouge? On va voir la petite image. La voici. Donc merci à tous pour votre présence. Nous allons maintenant rejoindre l'année de tous les dangers. La gauche arrive au pouvoir. Les chars soviétiques sont bientôt dans Paris. C'est l'année 1981. 1981, c'est la mort de Georges Brassens, de Karl Braun, le chef d'orchestre autrichien, d'Anwar el-Sadat, d'Abel Gance, mais aussi de Bob Marley. Et oui, soyons ouverts à toutes les cultures. Et en janvier 1981, c'est le discours d'investiture de Ronald Reagan. Et en mai, l'élection de François Mitterrand, président de la République française. De notre côté, nous allons nous intéresser à ce livre mythique qui a été L'idéologie française de Bernard-Henri Lévy, ce livre qui va devenir pour un grand nombre de l'intelligentsia française le parfait manuel pour diaboliser l'adversaire, ce livre dont la thèse est un patchwork des thèses de l'historien israélien Sven Sternel et du livre de Paxton, La France de Vichy. Alors Olivier, c'est vous qui allez nous présenter ce livre, c'est plutôt un patchwork mal digéré. Plus que mal digéré, moi je dois vous dire que je l'ai relu en partie parce que j'avais d'autres choses à faire, mais j'ai lu quelques pages de ce livre et j'ai eu le détestable sentiment de lire La France juive de Drummond. BHL m'a fait penser à Drummond, m'a fait penser à ces pamphlets antisémites les plus vulgaires des années de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, qui marchent à travers des amalgames, à travers un vocabulaire aussi de biologisation même de l'adversaire. L'adversaire est toujours rance, est toujours scrofuleux en quelque sorte, est toujours atteint d'un virus de la haine, etc. Donc, évidemment pas dans le fond, mais dans la forme, j'ai trouvé, ça m'a sauté aux yeux. L'idée même du livre, parce qu'on... L'idée même du livre, alors là, on va en parler, mais l'idée même du livre, c'est un amalgame, et à mon avis, le sens idéologique de ce livre, c'est au fond de diaboliser, parce que c'est ça le fond du livre, de diaboliser toute forme de critique du libéralisme, qui ne soit pas une critique ou marxiste traditionnelle, ou une critique réactionnaire, en quelque sorte, classique. D'ailleurs, à l'époque, on verra que Bernard-Henri Lévy n'est pas opposé à toute forme de critique réactionnaire. Bernard-Henri Lévy, à l'époque, il faut le rappeler, c'est un nouveau philosophe, se réclame d'un monothéisme
assez agressif, assez offensif, est un homme qui n'est pas du tout dans la tradition anarchisante, puisque d'ailleurs il trouve des charmes à Marie-France Garot, à Reagan, donc à des gens d'ordre en quelque sorte. Mais pour revenir à ça, c'est que le fond du livre est l'amalgame, et notamment moi qui suis un lecteur fanatique de Péguy, le chapitre sur Péguy est un chapitre absolument abject en quelque sorte, et qui vaut, en l'occurrence, j'insiste là-dessus, qui vaut les pires pamphlets antisémites et les pires pamphlets d'extrême droite. À se demander d'ailleurs s'il n'a pas essayé de copier Bernard-Henri Lévy en changeant le fond, Drummond ou ces gens-là. Je vais le montrer aux spectateurs. Ça, c'est l'édition de poche, parce qu'il est très beau. Hein. C'est notre BHL national. David, vous avez repris vos fiches de lecture pour nous, parce que ce livre, vous l'aviez lu. Il y a une grosse, alors ça nous concerne nous-mêmes, nous, gens d'éléments, il y a une grosse critique de la nouvelle droite qui est pas mal visée dans ce livre. Oui, en fait, la critique du livre porte essentiellement sur deux groupes que sont la nouvelle droite, nommément citée toujours entre guillemets, et merci pour les guillemets finalement, on les réclame depuis tellement longtemps ces guillemets, et le Parti communiste français, qui sont d'ailleurs renvoyés un peu dos à dos parce que ce qui est reproché à l'une est aussi reproché aux autres, en dehors des questions religieuses liées à la critique du paganisme, mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est un peu complexe. Ce qui est reproché effectivement c'est à ces deux mouvements que sont les communistes et la nouvelle droite, c'est de mener une critique radicale de l'argent, du capitalisme et des États-Unis. Ce qui, selon BHL, sont deux faux nez pour cacher l'antisémitisme. Et en cela, on peut dire qu'il a fait Florès, car aujourd'hui, les discours anticapitalistes sérieux ne peuvent plus être désamorcés que grâce au chantage à l'antisémitisme, parce que si on se met à parler économie de manière posée, on finit par ne plus pouvoir faire taire son contradicteur, ce qui est très ennuyeux. Et pour aller dans le sens de ce que disait Olivier François sur le caractère un petit peu rhétorique d'extrême droite, encore qu'il y ait aussi quelque chose, il y a beaucoup d'effets de manche, c'est une langue très amphigorique, mais on croirait lire du Drummond, sauf qu'on remplace les Juifs ou les Métèques par les Français. J'ai recueilli quelques expressions au sujet de la France, du peuple français ou de l'esprit français, que je vous cite en vrac. Ventre abominablement fécond, nausée, relent, ignoble, fange, relent les plus infects, infâme, abjection, abjection française, ignominie, meute française, infamie, petit lopin de boue, gros bon sens français, grande plaie purulente, France de salopard, vieux fond de purulence, source vénéneuse, homme de glèbe, peuple de boue embourbé dans l'épaisse, lombreuse tourbe de France, fanatique de la France, nains nationaux, sous-développés parisiens, refoulés pestilentiels, la France des crétins et des canailles, la France noire, le visage d'ordure et enfin la bête française aux mufles très ordinaires. Évidemment, on pourrait croire... Bien, David. Après, on dit que les Suisses... Non, mais on dit que les Suisses parlent lentement. Là, vous êtes arrivé, c'est formidable. Thomas, sur ce livre, vous a marqué aussi? Il m'a marqué parce que, d'abord, c'est l'inauguration de la haine de soi, de la haine de la France, et puis, plus globalement, de la haine de tout ce qui est enraciné, des communautés traditionnelles. C'est pour ça, d'ailleurs, que il met dans le même sac, il amalgame Sorel, Proudhon, Maurras, Péguy, Barrès, Bernanos, etc. Oui, il aurait idéologie est coupable, en fait. Raymond Aron disait qu'il aurait même pu ajouter Simone Veil, la philosophe Simone Veil. Tout enracinement est coupable. Alors, ce qui est presque comique, c'est de voir le général de Gaulle transformé pratiquement en juif errant. Il compare de Gaulle à la Jérusalem biblique qui se fortifie de son exil et de ses attaches expatriées. Donc c'est un complet renversement de ce qu'est la figure du général de Gaulle et de son fond entièrement enraciné. Tout ça dans un bricolage à visée idéologique, et on bricole des citations, on bricole des sources, qui est totalement contraire au travail de l'historien, pour alimenter un propos préfabriqué. Ludovic, c'est un livre qui pourtant, le monde universitaire s'est énormément moqué de ce livre, en disant qu'effectivement, comme le disait Thomas, est rempli de bricolage. Pourtant, c'est le livre qui va marquer toutes les années 80 et toute l'idéologie de SOS Racisme et de Mitterrand. Oui, absolument. Si vous disiez un manuel, et c'est une sorte d'aide-mémoire pour savoir comment museler son opposant, comment disqualifier définitivement son adversaire. Des années plus tard, quand Solers fait sa diatribe, la France moisie, il se réfère directement, on est 20 ans après, il se réfère directement à l'idéologie française,
ou quand Nathalie Cocus-Comorizet traite Buisson de maurassien. Voilà, si ce terme est devenu une injure, c'est suite à ce genre de livre. Alors c'est amusant parce que il dit là, dans un moment, il dit, je crois, c'est pas dans le livre, mais enfin c'était quand il réagissait justement à la France moisie de Solers, il dit qu'il y avait une espèce d'humus constitué par Peggy Barrès-Bernanos et qui avait produit des effets désastreux. Donc moisissure, l'humus, on est toujours un peu dans ces métaphores de puanteur, de pourrissement. Et je crois que ça signe une espèce de névrose hygiéniste assez nette pour BHL et pour tous ses suiveurs. Se référer à Bernanos, ou pire encore le lire, c'est quand même avoir une tache sur sa chemise, quoi, hein. C'est de l'ordre du cauchemar. Voilà, si vous devez lire le livre de BHL, il faut le lire, hein, c'est l'idéologie française. Je vous montre, c'est le luxe, on a les deux éditions, le poche ou le grand. Vous allez sur des sites d'occasion, vous le trouvez pour 50 centimes, 1 euro. Il ne vaut pas grand-chose, mais en tout cas, il a marqué le monde des idées pour les années 80. Alors, on va continuer, on est en 80, et on va passer directement en 82. Et là, on va au cinéma, et vous allez voir qu'on ne va pas rigoler longtemps. 1982. Alors, je vais vous montrer, c'est une nouvelle rubrique de TV Liberté, c'est TV Liberté Boutique. Là, je vous présente, j'ai en main le couteau qui, en 1982, a servi à faire le film de Sylvester Stallone, Rambo. Donc vous pouvez voir, c'est le vrai, hein. Vous pouvez voir, il y a même la petite boussole, je vous la montre quand même. Là, vous avez là-dedans la petite aiguille qui a permis à John Rambo, dans son film, de pouvoir se recoudre pendant ses combats. Donc ce couteau vaut une petite fortune. Et donc on le vend sur la boutique de TV Liberté pour à peine 250 000 euros. Hein. Ce qui n'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher. Ouais. Donc si vous nous faites un chèque de 250 000 euros, on vous offre ce couteau, le couteau de John Rambo. Pourquoi je vous parle du film de John Rambo? Mais ça marche, hein. Si vous faites le chèque, on vous donnera ce couteau sans problème. Alors Ludovic, en 82, va commencer une déferlante sur le film du Vietnam. Il y a eu Les Bérets Verts avec John Wayne. Il y a eu l'immense Voyage au bout de l'enfer, mais qui reste encore un film de ce qu'on va appeler le nouvel Hollywood à l'époque des années 70, l'inclassable Apocalypse Now. Et en 82 arrive, au moment de l'ère Reagan, ce film film de Ted Kotcheff, c'est ça, ouais. avec Sylvester Stallone qui sort de son rôle de Rocky. Qu'est-ce que va marquer ce film sur le cinéma américain? Déjà, on va peut-être raconter un tout petit peu de quoi on parle. Voilà, hein. c'est un film en 82 par Ted Kotcheff. Le personnage titre est un vétéran du Vietnam. Il a le teint blafard, il a les cheveux mi-longs, il a le visage fermé, il a une veste de treillis, il erre de ville en ville. De clochard. Oui, voilà. Hein, on lui dit même dans le film à un moment qu'il devrait prendre un bain. Et puis, il erre de ville en ville, il recherche d'anciens compagnons d'armes, mais ils sont tous décédés. Et puis, dans une charmante bourgade, un shérif va le prendre en grippe, va l'humilier, va lui ordonner de quitter les lieux. Et Rambo va se réfugier dans les bois. Et fort de tout ce qu'il a appris dans la jungle vietnamienne, il va tout casser. Voilà, mener vraiment une guérilla contre le shérif, ses acolytes et la ville tout entière. Rambo, c'est vraiment un personnage charnière, parce qu'il est à la fois l'héritier de l'image un peu inquiétante du vétéran dans le cinéma de la décennie d'avant. Il y a eu quelques films quand même, hein, Les Visiteurs d'Elia Kazan, Le Retour aussi, qui parle un peu des ravages dans la vie conjugale des gens qui reviennent du front. Ou même Taxi Driver, hein, d'ailleurs, hein, la folie meurtrière du personnage principal, elle tient aussi au fait qu'il revient du Vietnam. Donc il y a ça chez lui, il y a la souffrance morale, la violence mal contenue chez Rambo, mais il y a aussi quelque chose de complètement nouveau qui l'amène, c'est que c'est un héros en fait, hein, et on peut s'identifier à lui, il est loyal, il est courageux, il est inventif, il est puissant, et ça change la donne. À la toute fin, il va dire, vous en rappelez, c'était pas ma guerre, vous m'avez appelé pour y aller, mais il dit aussi autre chose, il dit, j'ai tout fait pour gagner, mais on ne nous a pas laissé la gagner, cette guerre. Dans la décennie qui suit, il va se rattraper.
Olivier, vous avez été un grand fan de Rambo. C'est pas vraiment votre époque, mais enfin, Rambo, ça vous dit quelque chose quand même. C'est le héros américain qui est contre cette société. Ça me dit quelque chose, mais surtout d'amis qui se déguisaient en Rambo et que je n'aimais pas beaucoup. Ah bon, vous avez, voilà, enfin, d'amis de connaissances. Vous aviez des amis qui... Enfin, des gens qui étaient fanatiques de Rambo, et moi je les détestais d'ailleurs. Mais bah, voilà, Rambo, pour moi, ça a été très longtemps d'ailleurs la figure d'une Amérique que je honnissais, pour tout vous dire. Voilà. David, est-ce que la Suisse a-t-elle échappé au phénomène Rambo? Ou comment les films du Vietnam ont été vus en Suisse, à votre avis? Je pense qu'il y avait a priori le même regard d'extériorité et en même temps le même parti pris, puisque le soft power hollywoodien passait par là. C'est Thibaut Isabelle, notre confrère, dans son livre sur le cinéma américain, il parlait de ce film comme étant une expression du populisme réganien, hein, cette dialectique de l'armée contre la police. Moi qui l'ai vu hier, en fait, parce que j'ai été obligé pour cette émission, je savais ce que c'était, mais ce n'était pas vraiment dans mon répertoire. J'ai été frappé par un aspect plus littéraire, c'est ce personnage du colonel qui vient finalement prêter main forte à la police de manière un peu plus sage, en prenant plus de recul, en disant de toute façon vous n'y arriverez pas avec vos moyens, car c'est une bête de guerre, je le sais, c'est moi qui l'ai formé, et maintenant il nous échappe, je suis le seul à pouvoir essayer de raisonner et de communiquer avec lui. Ça m'a fait beaucoup penser au thème du Frankenstein de Mary Shelley, où le créateur voit sa créature lui échapper, mais peut encore être le seul à le connaître vraiment, alors que la société humaine ne peut plus le gérer. Et ça, c'est un grand thème de la littérature, comme l'est un autre, qui est en fait les romans et les films de vétérans, qui ne sont pas le propre que des États-Unis. Moi, je pense à deux romans français du XXe siècle que j'aime beaucoup, qui sont le Gilles de Drieux-La Rochelle et l'Aurélien d'Aragon, alors où il y a moins de sang et de Kalachnikov, même si un des deux finit aussi dans la guerre d'Espagne, mais où on a aussi deux jeunes gens, jeunes vétérans de la Première Guerre mondiale, qui n'ont pas l'impression d'être valorisés par la société qui les reçoit et qui sont incapables de se réinsérer professionnellement ou humainement. Rambo lui-même dit « on ne veut même pas de moi » comme gardien de parking, alors que j'ai été médaillé héros de guerre. Et cette détresse et ce manque de reconnaissance de la société civile est un des thèmes intéressants du film, à mon sens. Thomas, votre rapport avec John Rambo? D'abord, c'est un film efficace, bien joué. Moi je l'adore. La figure de Richard Crenna, en particulier, dans ce colonel Trotman, est particulièrement excellente. Le shérif est aussi très bon. Je crois que c'est aussi une purge à un moment donné de la guerre du Vietnam. Les vétérans sont à la fois vus par les républicains comme ayant perdu la guerre, donc ils représentent la défaite. Et puis côté démocrate, du côté de ces gauchistes de Washington, ils représentent la culpabilité parce qu'ils ont tué des femmes et des enfants. Et là, cette Amérique de Reagan les réhabilite. Et y compris tire la conséquence de leur défaite en utilisant, ce Rambo utilise lui-même les méthodes des Vietnamiens. Il est face à une armée, face à un hélicoptère, et il est camouflé, il a juste un couteau, le couteau qu'on a, le même, il y a encore les empreintes digitales dessus. Il manquait que la voix de Pierre Bellemare tout à l'heure, mais c'était parfait. Sur l'aiguille, il y a l'ADN de John Rambo. Bon. Et voilà, Ludovic, qu'est-ce que ça dit du cinéma américain? Parce que le Rambo est encore une œuvre, hein. Il part d'un roman, mais ensuite il va avoir un nombre de films sur le... Où c'est toujours pareil, c'est le pauvre petit soldat américain contre cette guerre effroyable que les Vietnamiens leur mènent. C'est ça, la décennie qui saoule, la décennie des années 80, c'est à la fois des films de revanche comme ça, alors tous les portés disparus avec Chuck Norris, Retour vers l'enfer avec Gene Hackman quand il retourne chercher son fils là-bas, ou Rambo 2, où là il va délivrer des prisonniers et en profiter pour décimer complètement l'armée vietnamienne. Donc tous ces personnages-là, ils représentent le bien, ils ont beaucoup de muscles, le bien en version américaine, ils ont beaucoup de muscles, ils ont un sens aigu de la justice. Mais il y a aussi dans cette même décennie des films un peu plus ambitieux, plus réalistes aussi, Platoon, Full Metal Jacket, Good Morning Vietnam. Mais il y a quand même un point commun entre ces deux cinématographies apparemment très, très différentes, c'est le sort réservé aux Vietnamiens finalement. Parce que autant dans le premier groupe sont des odieux sadiques, des ordures,
Autant dans le second, ben, on ne les voit pas, en fait. Hein. C'est une menace sourde qui plane, ils sont souvent hors champ, une espèce de présence angoissante comme ça. Et d'ailleurs, dans Platoon, hein, vous vous rappelez la phrase d'Accroche, hein, c'était « Nous n'avons pas fait la guerre à un ennemi, nous avons fait la guerre à nous-mêmes ». Ouais. En fait, voilà, l'existence du peuple vietnamien est totalement niée dans toute cette décennie. C'est vrai qu'on les voit pas, il n'y a pas le moindre bombardement, les agents orange n'existent pas dans ces films. Voilà, c'est donc je vous conseille, et comme le disait Ludovic, je vous conseille aussi tous les films de Chuck Norris, et surtout en version française, parce qu'il faut regarder avec les sous-titres français. Voilà, nous allons passer maintenant à une année, on va faire un petit bond en avant, et on va passer à l'année 93, où là, on va vous parler du complot qui se passe en France. Voilà, l'année 93, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Là, en plus, je suis en train de tricher parce que c'est l'année 91. On avait quelques dessins assez sympathiques en 93. Donc l'année 93, effectivement, c'est l'histoire du grand complot, car grâce au grand journaliste Edoui Plenel, qui est à l'époque le big boss du Monde, et le célèbre écrivain Didier Deninx, nous pouvons l'affirmer aujourd'hui, la France a failli basculer dans la dictature fasciste à cause d'un journal qui est devenu culte, que j'étais en train de lire tout à l'heure, qui s'appelle L'Idiot International. Alors David, présentez-nous un peu ce journal qui a été un journal délirant, qui va être une bouffée d'oxygène dans la presse française des années 90 et qui effectivement ne va pas durer longtemps parce que les gentils vont décider de l'abattre. Eh bien avec ce thème-là, on ne sort pas tellement de celui de l'idéologie française parce que cette synthèse un peu bâtarde dans le vocabulaire BHL est bien exprimé ça. Et ça a été fondé par Jean-Édouard Nallier, sur lequel je ne vais pas revenir. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ce personnage fantasque et transcourant, tellement transcourant qu'il ne faut pas prendre ses prises de position politiques successives forcément au premier degré, mais il y a aussi une posture dandy, contrairement à plein de gens qui travaillaient sous ses ordres dans l'Idiot International et qui, eux, avaient une pensée politique tout à fait construite. Donc le journal, d'ailleurs, a commencé, si je ne m'abuse, sous le patronage de Simone de Beauvoir. L'Idiot International, l'idiot est une référence à Sartre qui avait employé ce mot-là dans une dédicace à Allier, ce qui le situe plutôt à gauche. Et au débat, on avait une feuille gauchiste, effectivement, qui a évolué, qui a été fondée en 1969. Oui, parce que là, ce qu'on parle, c'est de la deuxième version. Voilà, jusqu'en 1994, à quelques interruptions. Et là, cette version des années qui nous intéresse, alors oui, on est dans ce que le système a appelé rouge-brun, de ce qu'on appellerait, nous, quelque chose de transcourant, d'ailleurs pas forcément très éloigné dans l'esprit de ce que nous faisons. Ce transcourant se joue autour d'oppositions et de positions communes qui sont un certain anti-libéralisme, mais sur un ton libertaire, ce qui fait qu'on a aussi des dessinateurs, on le voit là, comme GB, comme Ciné, on a des contributeurs en plus de Allier, comme Édouard Limonov, le correspondant russe, qui écrivait d'ailleurs en français pour la première fois dans l'Idiot, alors qu'il disait qu'il avait besoin d'un traducteur, puis on n'avait pas d'argent pour en trouver un, donc on dit débrouille-toi, écrit en français, il le faisait. Patrick Besson, Jacques Vergès, Alain Soral, il y a eu des gens vraiment très différents, qui avaient tous une plume acerbe et qui étaient tous, on va dire, grosso modo anti-atlantistes. Il ne faut pas dire anti-américains, ce serait limité de dire ça. Mais ensuite, Jean-Paul Cruz, dont on va reparler maintenant, se référait souvent à un événement qui est 1990-91, la guerre du Golfe et l'opposition à la guerre du Golfe. Il semblerait, on l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais que c'est cette opposition-là en France qui a cristallisé cette alliance improbable entre une certaine gauche et une certaine droite. Et vous oubliez notre ami Alain de Benoît qui a écrit dedans, bien sûr, et qui va forcément déclencher cette histoire de rouge-brun. C'est une tribune dans l'Idiot qui va paraître de Jean-Paul Cruz, qui est journaliste à l'époque de Libération et qui appelle vers un Front National. Il faut dire que le titre était bien provocateur. Et à l'époque, Didier Deninx, qui est un grand écrivain dénonciateur, avec Edoui Plenel, vont faire toute une campagne contre ce journal et ça va être le début de la catastrophe. Olivier, vous avez un léger souvenir de ce journal? Moi, j'ai quelques souvenirs de journal parce que ma sœur l'a acheté, mais
pour rebondir à ce que disait David Lépée, c'est qu'il faut rappeler aussi que l'Idiot n'était pas un journal politique, c'était aussi un journal d'écrivains surtout. Hein. Vous avez cité Jean-Paul Grus, qui n'était pas un écrivain, mais il y avait aussi Marc-Édouard Noailles, Gabriel Maznev, Frédéric Beigbeder, on a tendance à l'oublier, Charles Dantzig, enfin même des écrivains très mainstream en quelque sorte. Aujourd'hui, Charles Dantzig n'est pas un grand rebelle. Aussi, sur cet aspect libertaire, alors ce que je trouve formidable dans l'Idiot, quand on relit des vieux numéros, c'est qu'il y avait des contradictions. Il y avait un coup des gens d'extrême droite qui faisaient l'éloge de la droite maurassienne en quelque sorte, et des gens qui faisaient l'éloge de Krasuki ou de socialisme libertaire. Donc des positions très différentes, et c'est ce qu'a réussi à faire Edernalier, c'est de réunir toutes ces forces divergentes, mais qui convergeaient à mon avis, parce qu'il faut le rappeler aussi, les années Mitterrand étaient quand même très très lourdes, hein, c'était le début d'une pensée unique absolument insupportable. Il avait réuni en fait toutes les dissidences, mais pas seulement les dissidences antilibérales ou rouges et brunes, c'était autant les blanches que les noires, les rouges et les brunes. Je vous coupe, il nous reste peu de temps. Thomas, l'Idiot international pour vous? C'est aussi c'est le début d'une ère de la diabolisation. C'est assez proche de ce qu'on disait de l'idéologie française tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois que, on va dire, une gauche révolutionnaire, une droite révolutionnaire peuvent exprimer ensemble des idées vis-à-vis d'opposition, vis-à-vis d'un même système, c'est les vieux clichés sur les extrêmes qui se rejoignent, sur on fait le jeu d'eux, sur voilà, et ça va aller jusqu'aux intellectuels, y compris très établis, comme actuellement Marcel Gauchet, qui a fait l'objet aussi de diabolisation. On retrouve voilà, la même traînée. C'est le début de cette ère de. Voilà, on est déjà super en retard. En tout cas pour nous, voilà. Voilà ce qu'il faut lire et ce qu'il ne faut pas lire. Donc on se retrouve, voilà, c'est fini, et le mois prochain vous retrouverez le plus d'éléments avec Olivier. Mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre revue Éléments, et 2 ou 3 secondes pour revoir cette magnifique couverture qui est en kiosque. Et je vous dis, moi dans 2 mois et le mois prochain avec Olivier. Bonjour chez vous.